Partenariat avec Slate.fr. Bonsoir Jean-Marie Colombani. Bonsoir Roselyne. Nous recevons ensemble dans cette première partie Frédéric Lefebvre. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes vous. député UMP des Français de l'étranger dans la circonscription Amérique du Nord et vous êtes ancien secrétaire d'État chargé du commerce. Alors, vous êtes l'un des rares à l'UMP à avoir annoncé que vous voteriez pour la loi Macron. Ça fait déjà un petit moment que vous l'avez annoncé. Vous nous expliquerez pourquoi, on en parlera. Mais bien sûr, avant d'évoquer ce sujet-là, l'actualité forte aujourd'hui, c'est l'accord décroché par François Hollande et Angela Merkel à Minsk, en Biélorussie. Après une nuit entière de négociations, la Russie et l'Ukraine devraient enclencher le cessez-le-feu. En tout cas, la date, c'est le 15 février. Alors, mauvais jeu de mots, mais est-ce que, d'après vous, c'est un accord en béton armé? Je le souhaite, chacun le souhaite. Effectivement, vous avez raison de souligner que ce qui va être important, c'est le respect de cet accord. Mais pour le moment, je veux vraiment saluer l'action de la France et de l'Allemagne et féliciter le président de la République et la chancelière, parce que je pense que c'est évidemment très important, à la fois pour l'Europe tout entière, mais en même temps très important que notre pays ait été partie prenante de cet accord. C'est un sujet, vous vous rappeliez que j'étais député représentant les Français, notamment aux États-Unis et au Canada. Aux États-Unis, évidemment, c'est un sujet qui fait débat aujourd'hui. Donc je suis très satisfait de cette offensive française. Diplomatique, on l'attendait de la part de François Hollande depuis longtemps. On se souvient que Nicolas Sarkozy l'avait moqué en disant qu'il fallait qu'il agisse bien avant. Nous l'espérions. Nous étions d'ailleurs nombreux à souhaiter et à le dire publiquement qu'il était indispensable que la France prenne des initiatives avec l'Allemagne. Alors certains diront c'est trop tard ou pourquoi avoir attendu si longtemps. En tout cas, moi je veux me féliciter que ça ait lieu et que ça permette, je le souhaite, de sortir de cette impasse qui nous inquiète tous. Quand on regarde les comportements de Vladimir Poutine, certains le jugent menaçant, à juste titre. Il franchit des frontières, il remet en cause au fond les frontières de l'Europe. Mais il y a beaucoup de voix en France, à gauche et aussi pas mal à droite, qui l'exonèrent de ses responsabilités en disant, au fond, tout ça c'est la faute des Américains, parce que les Américains ont à toute force voulu faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN. C'est la faute des Européens, parce que les Européens ont voulu conclure un partenariat avec l'Ukraine qui pouvait léser la Russie, etc. Quelle est votre analyse à vous? Où vous situez-vous dans ce débat? D'abord, vous savez, j'entends tellement, c'est la faute des Américains. On entend ça dans notre pays en permanence. Prenons un peu nos responsabilités. Quel est le rôle de l'Europe? Est-ce que l'Europe a toujours fait ce qu'elle devait faire par rapport à nos partenaires russes, à la fois en les mettant à la table des discussions et quand il y a des tensions, est-ce que l'Europe a toujours été à la manœuvre pour essayer de faire jouer la diplomatie et de trouver des solutions? Voilà, je pense que faisons un peu notre autocritique. C'est pour ça que vous avez compris que je suis très heureux qu'aujourd'hui, il y ait eu enfin cette initiative. Je pense que, évidemment, aujourd'hui, Mais la question de Jean-Marie, qui a quand même je veux dire une inflexion, notamment dans votre camp. On a vu François Fillon, avec Vladimir Fillon et Poutine, quand même. De ceux qui trouvent 15 excuses à Vladimir Poutine. Oui. Non, mais vous savez, moi, je ne veux pas trop rentrer dans ce débat-là, surtout aujourd'hui. Alors même que cet accord a été trouvé. On peut à chaque fois regarder le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. Aujourd'hui, chacun sait que Vladimir Poutine, le président russe, n'est pas un partenaire facile. Chacun peut le mesurer. Et donc, qu'à certains moments, les uns ou les autres aient fait des erreurs, c'est une certitude. Mais moi, je pense qu'il y a des moments où la France et l'Europe n'ont pas suffisamment discuté avec lui. Et il y a sans doute des moments où la France et l'Europe n'ont pas été suffisamment fermes avec lui. Donc, noir ou blanc, c'est difficile sur un sujet comme celui-là. Absolument. On va passer à la politique française parce qu'on a beaucoup de questions avec Jean-Marie, avec quand même une très mauvaise passe. Vous l'avez sans doute remarqué, ça vous a pas échappé pour l'UMP, éjecté au premier tour dans la partielle du Doubs. Le PS a gagné, mais le FN était à un cheveu de la victoire. Alors, est-ce pour vous un revers pour Nicolas Sarkozy qui a les manettes de l'UMP aujourd'hui? Vous savez, je ne vais pas vous dire que c'est un formidable résultat que ma famille politique n'ait pas été qualifiée au deuxième tour dans cette circonscription. Alors certains diront, et ils auront raison, que cette circonscription, elle était ancrée à gauche, que c'était aujourd'hui l'élan qu'il y a derrière le Front National est un élan
qui nous interpelle tous. Mais moi, je veux dire que ce qu'on appelait parfois les vases communicants, c'est-à-dire quand ça allait mal pour la gauche, ça allait mieux pour l'UMP, et quand ça allait mal pour l'UMP, ça allait mieux pour le Parti socialiste. Aujourd'hui, cette réalité-là, voilà, et ça doit nous interpeller tous. Mais justement, il y a un débat dans votre famille politique, comme il y a un débat d'ailleurs en France, sur quelle est la bonne attitude vis-à-vis du Front National. La théorie d'Alain Juppé est très clairement exprimée. C'est notre adversaire principal, dit-il. Et donc il veut mettre tous ses arguments face à cela. Et ça le conduit au deuxième tour, quand il n'y a pas d'UMP, à voter plutôt socialiste. Du côté de Nicolas Sarkozy, on a plutôt l'impression que ce n'est pas du tout ce chemin-là. C'est plutôt, regardons vers les électeurs Front National et essayons de capter les électeurs Front National, quitte à parler un peu le même langage que le Front National. Alors là encore, comment vous situez-vous dans ce débat ? Au risque de vous surprendre, je ne me sens à l'aise ni avec la ligne de l'un, ni avec la ligne de l'autre. Donc ni avec le Nini, ni avec vos TPS. Moi, je considère surtout... Oui, mais là, on rentre... La question qui vient d'être posée par Jean-Marie Colombani, c'est finalement, est-ce qu'on considère que le Front National est notre adversaire principal ? Et est-ce que, en conséquence, on adapte notre travail, nos discours, nos idées ? Ou est-ce qu'au contraire, on considère qu'il a capté une partie de notre électorat et qu'il faut aller séduire cet électorat qui est parti? C'est ça, en fait, le vrai débat. Absolument. Ça, c'est la question, et la réponse, c'est la Mais la réponse, c'est, pour ça que je dis ni l'un ni l'autre, c'est que je pense qu'en fait, il y a une méthode très simple. C'est qu'au lieu de passer son temps à analyser les jeux politiques, les idées que défendent les uns, si on s'occupait des Français. Moi, vous savez, j'ai écrit un petit livre qui s'appelle « Vous êtes prioritaire », qui finalement explique beaucoup de mon attitude aujourd'hui à l'endroit du gouvernement, quand je considère que sur tel ou tel point, il y a Ils ont raison, un texte que ce soit gauche ou droite, qui est positif pour les Français, je décide de le voter. Pourquoi ? C'est pas pour embêter soit ma famille politique ou faire plaisir au gouvernement en place. C'est simplement que je pense que le devoir des hommes et des femmes politiques, et le doux devrait normalement être une leçon pour tous, il est de s'occuper des Français, des problèmes des Français. Prenez par exemple la question de la loi Macron. Oui, alors on va en parler. Non, mais juste parce qu'on est dans ce débat. On y arrive. Quand je vais par exemple à la passation de pouvoir, à la CGPME, vous avez le président Roubaud qui passe les rênes au président Asselin. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui sont là. Vous avez rappelé tout à l'heure que j'étais en charge du commerce, mais des entreprises en général. Mais ils sont venus me voir, qu'est-ce qu'ils m'ont dit ? Ils m'ont dit « Merci, parce que vous vous occupez de nous au lieu de vous occuper de vous. » Eh bien, c'est ça que je dis aujourd'hui. Donc la politique fait trop de politique. Oui, et vous connaissez le revers de la médaille, c'est que le leitmotiv partout en France, à gauche comme à droite, c'est de dire « Ah oui, mais ça, c'est l'UMPS ». Oui. Parce que ça vous conduit à voter des réformes demandées par ce gouvernement, ou à l'inverse. On me dit ça. On dit, et on dit, mais vous faites donc le jeu du Front National. Mais on me dit ça, mais le jeu du Front National. Mais franchement, est-ce que vous pensez qu'il y a un Français, si on s'occupe du problème qu'il préoccupe tous les jours, et que, par chance, la gauche et la droite sont d'accord, est-ce que vous pensez qu'il va nous le reprocher ? Ce qui reproche aujourd'hui à l'UMPS ou à la classe politique en général, c'est au contraire l'inaction et de ne s'occuper que des problèmes qui la concernent, elle, la classe politique, et pas des problèmes des Français. C'est ça l'UMPS, en réalité. C'est occupez-vous de nous. Vous, l'UMP, le Parti socialiste, quand vous êtes au gouvernement, au lieu de vous occuper de nous et d'agir, vous vous occupez de régler vos histoires, vous nous parlez de 2017, vous nous parlez des primaires, tout ça, ça nous passe au-dessus de la tête. Les chefs d'entreprise vous disent, moi, est-ce que je vais pouvoir payer mes salariés à la fin du mois ? 37% des Français, eux, aujourd'hui, n'arrivent pas à boucler leur fin de mois. C'est ça la réalité. Alors, au nom de l'intérêt général, vous allez voter cette loi Macron. 200 articles, près de 3000 amendements déposés, 3 semaines de débat houleux à l'Assemblée nationale. La loi Macron sur la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques doit être votée par les députés mardi prochain. Alors, quelles sont les principales mesures ? Eh bien, je vous propose de les voir avec Laure Wagner. Libérer l'économie, investir, travailler, ce sont les 3 piliers de la loi Macron sur l'activité en examen à l'Assemblée. Parmi les mesures phares, l'ouverture du transport en autocar à la concurrence a été votée par les députés.
Sur les professions réglementées, en revanche, le ministre a dû faire marche arrière face à la pression des notaires et renoncer au corridor tarifaire, l'introduction d'une part de tarifs variables. Les débats ont été houleux dans l'hémicycle. De nombreuses modifications ont été apportées au texte initial, certains articles supprimés, d'autres amplifiés. Exemple, la réforme du permis de conduire adoptée la semaine dernière. Plusieurs amendements ont été votés en vue de rendre l'examen moins cher et d'augmenter son taux de réussite. Ultime chantier pour les députés, les articles relatifs au marché du travail et au droit social. À partir de ce jeudi, ils doivent se prononcer sur la mesure la plus emblématique du projet, l'ouverture du travail dominical qui cristallise les tensions, notamment avec les syndicats. Le vote final aura lieu mardi prochain. Alors, vous serez combien à voter cette loi dans les grands de l'UMP? Honnêtement, je n'en sais rien. Il y a quelques-uns de mes collègues ont annoncé qu'ils le voteraient. On a compté 4 là avec vous. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que d'abord, quand il y a 1 an, j'ai voté le pacte de responsabilité, après avoir dit chiche, moi j'ai mis en conformité mes actes avec mes paroles, j'étais seul à l'époque. Je prêchais un peu dans le désert. Aujourd'hui, j'ai un certain nombre de parlementaires de ma famille politique ou de l'UDI qui ont soit annoncé qu'ils voteraient, soit se posent réellement la question. D'autant que vous avez fait référence à des débats. Vous avez dit houleux, franchement, ça se passe plutôt de manière au contraire très constructive, y compris d'ailleurs, ce qui est assez surprenant, de la part d'un certain nombre des parlementaires de ma famille politique les plus virulents. Quand le ministre leur accepte des amendements, le gouvernement montre qu'il est prêt à nous écouter sur un certain nombre de sujets. Donc, moi je pense qu'il faut avancer, aller plus loin. Le texte ne va pas assez loin, hein. Mais soyons ambitieux. Le texte est modeste. Il est modeste. Mais néanmoins, est-ce qu'on vous tape sur la tête à l'idée que vous puissiez voter ce texte au sein du groupe UMP? Est-ce qu'il y a une discipline de fer qui va vous être imposée? D'abord, on a une culture à l'UMP et au groupe UMP à l'Assemblée nationale, qui est heureuse d'ailleurs, qui est la liberté de vote. Et beaucoup de mes collègues parlementaires sont parfaitement conscients, parce que sur le terrain, ils voient les chefs d'entreprise qui leur disent mais pourquoi est-ce que vous ne votez pas le texte? Alors, ils voient en même temps des notaires qui leur disent surtout ne votez pas. Oui, absolument. Mais il n'y a pas que les notaires. Il y a beaucoup d'autres. Regardez, par exemple, on va bientôt aborder la question du travail le dimanche, on va aborder la question de la plus grande flexibilité sur les licenciements collectifs. Toutes ces mesures-là sont attendues par beaucoup d'acteurs économiques. Est-ce que vous n'allez pas nourrir ce que dénonce Marine Le Pen, cette UMPS? Non, je le disais à l'instant, vous savez, je pense au contraire que les Français, et surtout ceux qui se détournent de la politique, surtout ceux qui s'abstiennent de plus en plus nombreux, ils rêvent que nous mettions de côté nos divergences ou le petit jeu politique pour pouvoir agir et nous retrouver. Regardez comme par exemple, quand il y a eu ces événements terribles, Je suis Charlie. Tout d'un coup, on a vu les partis politiques expliquer on a fait l'unité nationale. Mais pas du tout. Ce sont les Français qui ont imposé l'unité. Ce sont les Français qui l'ont imposée. Mais bien sûr. D'ailleurs. Et parce qu'ils la veulent, cette unité. Parce qu'ils en ont assez qu'on ne s'occupe pas. Moi, j'ai proposé, par exemple, une conférence nationale sur le chômage. Nous retrouvons-nous. Comme l'accord qui s'est fait à Minsk. S'il faut, on y passe la nuit. Des gens de gauche, des gens de droite. Des syndicats de salariés, des patrons. Et on trouve un accord. Jean-Marie, il faut télégraphier ça au président de la République. Parce je l'ai proposé. C'est à lui de prendre l'initiative. Bien sûr. Sur le Québec. Parce que vous êtes élu des Français de l'étranger, donc vous avez un discours sur les expatriés qui n'est pas un discours pessimiste en disant oh là là, tant de jeunes Français s'expatrient. Vous regardez ça plutôt de façon plutôt positive, mais plutôt que de rentrer dans un discours général, là, au Québec, il y a une mesure qui vient d'être prise. Les étudiants français étaient accueillis à bras ouverts au Québec. C'est vrai. En tant que Français francophones, ils avaient les mêmes droits que les étudiants du Québec. Et pourtant, c'est une mesure qui vient d'être remise en cause. Alors, est-ce qu'on a enclenché la marche arrière malgré la visite de François Hollande au Canada ? Écoutez, c'est un vrai sujet de préoccupation pour moi, bien sûr, mais pour tous nos compatriotes, y compris d'ailleurs les Français qui vivent aux États-Unis, qui pour beaucoup ont envoyé leurs enfants dans ces universités au Québec, ou pour les Français, les jeunes Français qui veulent faire des études en Amérique du Nord et qui le font au Québec. Vous avez raison de rappeler la visite d'État. J'étais d'ailleurs aux côtés du président de la République. On a évoqué cette question avec le Premier ministre Couillard, qui s'est engagé à ce qu'il y ait une nouvelle entente. Il y a un accord qui a été trouvé, dont je considère qu'il n'est pas suffisamment favorable à notre pays et à notre jeunesse. Il y a un point positif, c'est que pour les deuxième et troisième cycles, on conservera cet avantage pour les étudiants
françaises qui paieront le même tarif que les Québécois. Qui se traduit par des droits avantageux. Pour les mêmes tarifs que pour les Québécois, autres, voilà. alors que pour le premier cycle, ce qui a été décidé, c'est qu'à partir de la rentrée prochaine, les étudiants paieront le même prix que les étudiants des autres provinces canadiennes. Or pourquoi moi je défends, y compris d'ailleurs en termes d'intérêt général, au-delà même de ces jeunes. Mais pourquoi cette mesure surtout? C'est budgétaire, c'est budgétaire. C'est budgétaire du côté du Québec. Il faut que nos jeunes restent chez nous et qu'ils fassent leur études en France. Le Québec a des difficultés financières à financer son système scolaire. On ne peut que prendre acte de ces difficultés. Mais moi, je pense qu'on peut